On va revenir vers les os. Et je passe la parole donc à Juliette Henrion, qui elle a travaillé sur ces derniers néandertaliens dont on vous parle depuis ce matin, en particulier ceux qui sont trouvés en contexte châtel-péronnien. Alors vous avez compris qu'on ne sait pas qui a fait le châtel-péronnien, on ne sait pas si les néandertals qui sont là, ils sont bien où ils devraient être, ou si on ne devrait pas s'en débarrasser. Je pense Marie... je crois que c'est Marie Sorécy, dans un article, a dit quelque part, je pense que, en fait, le monde de la préhistoire serait bien meilleur si on n'avait pas trouvé ces sites et si le châtel-péronnien et les néandertals n'existaient pas, enfin, ceux du châtel-péronnien, tout s'expliquerait. Mais malheureusement, ils existent. Bonjour à tous et merci Jean-Jacques pour cette introduction et cette invitation. Donc oui, effectivement, après, surtout ces 2 dernières communications qui ont été concentrées sur les changements génétiques et culturels qui s'opèrent à la fin du Paléolithique moyen, début du Paléolithique supérieur sur ce territoire européen. Je vais revenir sur le site d'Arcy-sur-Cure. Je vais y revenir parce que, en fait, j'ai fait ma thèse de doctorat et plus particulièrement, j'ai étudié tous les restes humains qui ont été retrouvés dans ces cavités. Et nous allons voir à quel point ça reste un site, donc, comme Jean-Jacques vient de le dire, très énigmatique jusqu'à aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais commencer par resituer ce site parce qu'effectivement, je viens de vous mentionner tous les restes humains des cavités d'Arcy, alors que jusque-là, on a surtout entendu parler de la grotte du Renne, mais en réalité, Arcy-sur-Cure, c'est cette série de sites, alors surtout ces sites-là qui sont nommés grottes préhistoriques, qui contiennent un remplissage du Paléolithique moyen au Paléolithique récent assez important, et notamment ces grottes-là qui se trouvent en forte proximité et elles qui contiennent le plus de matériel humain contextualisé qui, on le verra bien après l'introduction un peu du contexte historique d'Arcy, mais qui sont attribués à des néandertaliens, avec la grotte du Loup, la grotte du Bison, grotte du Renne, la galerie Chaufflin, elle qui en fait est associée à la grotte du Renne, mais qui est traité comme un locus différent, un 5e locus, et la grotte de Lienne. Alors ces grottes de la vallée de la Cure, dans le département de l'Yonne, elles sont accessibles et recensées assez tôt, et ces systèmes karstiques des massifs d'Arcy-sur-Cure, mais aussi du massif de Saint-Mauré qui est situé au sud, sur la rive droite de la Cure, sont visités bien avant l'intérêt préhistorique que les grottes vont susciter. Et c'est avec un peu ces premières explorations, même géologiques, que l'intérêt des naturalistes du 19e crée beaucoup de passages dans la vallée. Donc ici, j'en mentionne que quelques-uns, les plus connus. Mais on s'intéresse parmi ces passages-là à l'abbé Alexandre Parra, lui qui va en fait décrire et plutôt recenser les sites archéologiques du département. Et qui va un peu rassembler à Arcy tous les travaux qui ont été faits jusqu'alors. Et au début du XXe, il sera succédé, ou plutôt il va travailler en tandem avec Henri Breuil, qui est le premier professeur de préhistoire du Collège de France, qui lui va s'intéresser à l'industrie paléolithique récente de ces grottes, tandis que l'abbé Parra va rester sur ses investigations sédimentologiques. Mais toutes leurs recherches, elles vont être interrompues par les 2 guerres mondiales et reprises seulement en 1946 par André Leroi-Gourhan. Les campagnes de fouilles de Leroi-Gourhan, alors, elles sont considérées un peu comme les premières recherches scientifiques modernes qui sont conduites sur ces sites d'Arcy. Et dans l'histoire de nos disciplines aussi, elle représente un événement important. Elle représente des chantiers-écoles pour les étudiants et aussi des sortes d'ébauches à l'étude un peu transdisciplinaire que
représente le chantier préhistorique d'aujourd'hui, où en fait la sédimentologie, la palynologie, la répartition spatiale du matériel va avoir la même importance que l'étude technique de ces objets préhistoriques. Donc le Roi-Gourhan, il va en dédier aussi des cours au Collège de France, justement, et des manuels. Et très tôt, dans les fouilles d'Arcy, on va retrouver des restes humains. Donc, tout d'abord à la grotte du Loup, parce que c'est la première grotte qui est investie lors des fouilles, puis à la grotte de Lienne et à la grotte du Renne. Et c'est à la grotte du Renne que presque toute la campagne de fouilles dirigée par le Roi-Gourhan va se concentrer. On a des restes qui sont retrouvés à la toute fin de cette campagne de fouilles à la grotte du Bison, parce que la grotte du Bison, elle est traitée un peu séparément de cet ensemble, parce qu'elle est trouvée en 59 par Pierre Poulain, par un trou dans la paroi ouest de la grotte du Renne. Et à partir de ce moment-là, donc 59, 4 ans avant la fin des fouilles de le Roi-Gourhan, on va entre guillemets seulement pouvoir y faire un sondage et y découvrir dedans. C'est aussi la grotte du Bison, la seule grotte qui sera fouillée après ces campagnes de le Roi-Gourhan à Arcy-sur-Cure, donc par des fouilles notamment dirigées par Francine David et Maurice Hardy. Mais pour revenir à ces campagnes majeures de fouilles de le Roi-Gourhan sur toutes ces grottes, seule une partie des restes humains qui ont été découverts ont été publiés par le Roi-Gourhan lui-même en 59, soit 5 ans avant la fin des campagnes de fouilles, donc c'est toujours une publication partielle. Mais par contre, dans cette publication, comme vous pouvez le voir ici, le Roi-Gourhan va souligner le caractère archaïque et robuste des restes humains qui sont découverts. Il est qualifié même de paléoanthropien, et ce, surtout sur la base de, on va dire, la taille des racines, la grosseur des racines des dents, qui, alors même si à cette époque c'était déjà observé comme un caractère néandertalien, ici, les dents qu'on voit, ce sont des incisives d'ours. Alors, bon, c'est pas une mauvaise attribution, une mauvaise fouille, quand sur le terrain, on a souvent retrouvé des incisives d'ours très usées, donc avec une absence de couronne, qui par leurs racines peuvent être confondues avec des restes néandertaliens. Mais en tout cas, quand même, avec ces restes qu'il dit paléanthropiens, il va faire une distinction avec la morphologie des humains modernes, et il souligne pour la première fois l'association de ces restes avec les habitats châtel-péroniens, encore une fois entre guillemets, qu'il identifie à la grotte du Renne. Ces habitats, il les interprète dans ces couches à industrie châtel-péronienne sur la base de la reconnaissance lors de la fouille de structures qu'on peut voir schématisées ici, et de foyers. Et en réalité, c'est une petite partie qui représente ces unités châtel-péroniennes qui, en fait, sont dispersées sur 3 couches numérotées de 8 à 10 et, comme Marine l'a mentionné, sont un intervalle stratigraphique assez dense. Et l'association... C'est sur cette association et sur cette série d'unités châtel-péroniennes que non seulement les fouilles de le Roi-Gourhan vont se concentrer, mais sur lesquelles va se concentrer toute la communauté préhistorique quand on va parler d'Arcy. Et parce qu'à Arcy,
cette association, là encore je répète ce qui a été dit, mais cette association de restes humains avec une industrie châtel-péronienne, en fait elle est assez unique. Elle a été retrouvée historiquement, on va dire, dans un seul autre site qui est le site Saint-Césaire en Charente-Maritime. Et ces deux sites-là, donc, se situent dans un paysage où peu, on va dire, de restes humains sont datés, ou alors leurs contextes sont datés à cette période de transition, ou plutôt, on va dire, qui se situe dans cet intervalle de temps similaire à l'intervalle de temps qui a été estimé sur les sites châtel-péroniens. Donc c'est tous ces sites indiqués en vert. Et par rapport à ces sites-là et ces datations-là, sur le territoire ouest européen, on retrouve peu de restes néandertaliens qui seraient plus jeunes encore. Là, on a ces trois sites de la péninsule ibérique, notamment, en rouge-marron, qui témoignent de ces néandertaliens un peu plus récents. Alors, le contexte pour la suite des travaux, donc, de Leroi-Gourhan, à la suite de Leroi-Gourhan, et la question centrale à Arcy reste donc de l'association de ces restes humains aux couches à industrie châtel-péronienne. Mais donc, en premier, il a fallu faire l'attribution taxinomique, donc de l'espèce, définir un peu quels étaient ces restes humains attribués aux couches châtel-péroniennes. Et ces attributions, elles sont réalisées officiellement pour la première fois dans les années 90, avec la publication du professeur Hublin et collègues sur la morphologie des canaux semi-circulaires de ce petit temporal de périnatal. Alors pourquoi les canaux semi-circulaires? En fait, la morphologie de l'oreille interne, elle est très diagnostique, et ça reste aujourd'hui un des proxys les plus fiables avec la morphologie dentaire pour étudier les proximités morphologiques entre populations, car c'est les structures qui conservent, on va dire, le plus fort déterminisme génétique. Et à la suite de cette étude, s'ensuit la diagnose taxinomique de la collection dentaire très très importante des couches châtel-péroniennes. Mais ces restes dentaires, comme le reste de temporal, ils se situent dans la couche châtel-péronienne basale, qui est la couche 10. Et en fait, c'est dans cette couche 10 qu'on va retrouver le plus de restes humains. Là, vous voyez 41 plus 21, parce que les 21 restes désignent des restes qui sont attribués dans leur rangement, leur classification muséale à cette couche 10, mais qui n'ont pas officiellement de marquage archéologique directement sur le reste. Et on trouve dans cet échantillon, dans ce gros échantillon de 30 dents, un très très bel exemple, donc là vous pouvez l'apprécier, de morphologie néandertalienne. C'est ensuite seulement en 2016 qu'il a été possible de dater pour la première fois ces restes humains, notamment un reste humain, grâce à l'analyse protéomique, encore une fois d'une série de restes qu'on peut très peu identifier fiablement et taxinomiquement en dehors d'une analyse protéomique, qui sont attribués à cette couche 10. Et ces restes, qui sont surtout des restes crâniens, et notamment ce petit reste ici, c'est lui qui a donné cette première datation directe et seule datation directe absolue obtenue pour le matériel humain de Arcy-sur-Cure, qui est de 40 à 42 000 ans. C'est une date qui est tout légèrement plus jeune que les dates obtenues sur le matériel faunique de cette couche qui avoisine les 43 000 ans. Bon, c'est sensiblement la même
ère chronologique. Et l'enjeu, finalement, de cette datation directe d'un reste néandertalien, elle rejoint, encore une fois, notre problématique d'attribution des restes humains aux couches qui présentent du matériel châtel-peyronien, et dans l'absolu de l'identification, finalement, de l'auteur du châtel-peyronien. Ce qui reste pas évident, même avec tous ces résultats obtenus. En effet, dans ces couches à industrie châtel-peyronnienne, à la fois les industries et les restes humains peuvent être des éléments intrusifs à cette unité stratigraphique, comme il a été prouvé plus tard à Saint-Césaire. Donc Saint-Césaire, le site que je viens de mentionner, et qui était le seul autre site avec Arcy-sur-Cure à présenter des restes humains en association avec des industries châtel-peyronniennes. Et donc cette couche-là, elle s'est révélée perturbée. Pour Arcy, ce qui a permis de relancer le débat sur un peu l'intégrité des couches châtel-peyronniennes de la grotte du Renne, c'est l'identification de ce bout de bassin de périnatal comme anatomiquement moderne. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, Jean-Jacques l'a mentionné également. Et même si cet élément anatomique, il aurait une significativité taxinomique moins robuste, on va dire, que les analyses qu'on peut faire sur les restes dentaires ou sur la morphologie de l'oreille interne, on constate tout de même ici que sa morphologie, donc c'est celui-là, se situe à l'opposé de la morphologie des deux néandertaliens du même âge qui sont connus dans le registre fossile, et ça par rapport à un référentiel moderne. Mais en revanche, qu'est-ce que ce résultat nous dit finalement sur les groupes châtel-peyronniens d'Arcy-sur-Cure? Est-ce que c'était des groupes mixtes? Est-ce qu'on voit sur un intervalle de temps très restreint une succession sur le territoire, ou un partage de territoire entre des groupes néandertaliens et des groupes sapiens? Bien, enfin, on peut toujours très ardemment le discuter, parce que ces débats restent toujours et encore liés aux incertitudes liées à l'intégrité stratigraphique de toutes ces découvertes, donc, qui en tant que telles, ce n'est toujours pas des certitudes, et donc toutes les discussions qui vont en découler resteront caduques. Alors, pour ces couches, finalement, les mélanges qui seraient attestés, il serait attesté avec des remontages parfois de lithiques de l'Aurignacien au châtel ou au sein des couches superficielles du châtel-peyronien. On a aussi une série de remaniements, taphonomie et de perturbations de fuisseurs qui sont démontrés à ces endroits-là de la couche 10, et des activités de solifluxion qui se situent à la base de la couche 10. Ce qu'on a en dessous dans ces unités moustériennes ici, et surtout dans cette couche post-moustérienne, c'est une petite part d'inclusion d'industrie châtel-peyronnienne dans cette unité moustérienne. Mais ce qui nous manque toujours finalement, c'est de trouver des industries moustériennes dans cette couche châtel-peyronnienne qui montreraient vraiment un mélange de ces couches par les activités humaines, les aménagements humains, comme le roi Gourand le pensait, et par les activités de fuisseurs. Parce qu'en effet, avec les données qu'on a, c'est un peu le seul espoir qui nous reste pour continuer d'exploiter cette question, parce qu'on n'a pas de rapport géologique et microgéologique, ou même de fabrique précis pour ces couches, comme on peut l'avoir pour des sites qui ont été fouillés de manière plus récente. Donc, pour ajouter à cette problématique-là, qui paraît être encore un cul-de-sac, on va dire, lors de la reprise du matériel néandertalien très récent, si on en croit la datation du petit reste crânien que j'ai montré tout à l'heure,
on a tenté d'identifier l'appartenance de mêmes individus de ces restes qui appartiendraient, donc pour les relier à des stades développementaux équivalents, mais en les regardant indépendamment de leur attribution stratigraphique. Alors, ce type d'appariement, ça se fait avec plus de certitude grâce à la morphologie des restes dentaires, mais surtout à leur correspondance développementale et la correspondance de facettes d'usure. Comme on le voit très bien à la grotte du Bison. Mais ce que vous voyez aussi à la grotte du Bison, c'est que ces paires, ces appariements, ils ont été faits dans des unités stratigraphiques similaires et dans toutes les cavités d'Arcy, on trouve uniquement des appariements au sein d'unités stratigraphiques identiques, on va dire. Donc à la grotte du Renne, on n'en trouve pas. Là, c'était les seuls exemples de restes qui auraient pu être associés ensemble, pour lesquels on n'a pas trouvé d'affinité et qui sont de couches différentes. Et ça, entre les couches moustériennes entre elles, entre les couches moustériennes et châtel-péroniennes, mais aussi entre les couches châtel-péroniennes entre elles. Mais les appariements qu'on a identifiés à Arcy, et surtout ce groupe d'appariements identifiés à Arcy, on peut le faire de manière plus certaine, et ils sont regroupés au sein de la couche 10, encore une fois, et notamment dans cet ensemble où on identifie les restes d'un minimum de 2 nourrissons qui sont regroupés. Et dans ce même regroupement, d'ailleurs, on a les restes crâniens présentés, datés précédemment, on a le reste de temporal, mais le petit reste d'ilion moderne, lui, se situe plus à l'arrière de la cavité. Et si ce regroupement, on peut dire, d'individus de nourrissons, il est maintenu, on va dire, ensemble, on peut se demander quel est le rôle de tous ces aménagements anthropiques et ces remaniements divers dans ces unités châtel-péroniennes. On se demande aussi l'origine et l'intégrité de ce regroupement, d'autant plus parce que dans toutes les autres grottes d'Arcy, on retrouve les restes humains, et même à la grotte du Renne, dispersés dans toute la zone de la fouille. Donc ici, c'est des zones non fouillées. Et ça, peu importe leur appartenance stratigraphique. Et ce qui est intéressant avec les appariements qu'on a montrés précédemment, c'est qu'on peut encore plus apprécier cette dispersion de restes sur la surface des grottes, avec la dispersion même des individus des dents qui appartiennent aux mêmes individus. Mais alors, finalement, avec toutes ces données spatiales et ces datations, on pose plus de questions là aujourd'hui qu'on en résout. On ne prouve pas que ces individus néandertaliens récents, a priori datés de 40 000 ans, ne sont pas les derniers représentants moustériens de la cavité, et on ne prouve pas non plus qu'ils sont les auteurs du châtel-péronien. En prenant sinon la distance de cette couche 10 de la grotte du Renne, un petit peu, là c'est plus en guise de parenthèse pour vous montrer l'absence d'équivalence quand même de cette richesse de matériel châtel-péronienne dans les autres couches, dans les autres grottes, et même pour des grottes qui sont aussi proches et qui ont été vues un peu géologiquement en connexion, comme à la grotte du Bison, qui a une grosse richesse aussi de restes humains, mais concentrée dans des couches moustériennes plus récentes.
Mais alors, bon, avec tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire dire à ce nombre important de restes humains dans les cavités d'Arcy? Donc là, je vous laisse apprécier cette magnifique collection qui provient de toutes les grottes. Tout d'abord, ce qu'on peut reprendre et ce qu'on peut faire en essayant de s'affranchir de l'attribution stratigraphique qui pourrait biaiser nos interprétations, c'est d'estimer un nombre minimal d'individus. Ce nombre minimal d'individus, il est estimé à partir de la répétition la plus importante d'un même élément anatomique. Ici, encore une fois, c'est toujours les dents. Et donc, avec ce nombre minimal d'individus, on vient le préciser en répartissant nos dents par classe d'âge, et des fois par attribution taxinomique, mais même sans s'attacher à attribution stratigraphique, pardon, mais même sans s'attacher à ces attributions stratigraphiques, ce qui se dessine ici, c'est un peu la différence flagrante entre les individus de la grotte du Bison et grotte du Renne et ceux de la grotte du Renne, de l'Yenne, décidément, et où on voit à la grotte du Bison et à la grotte du Renne des individus beaucoup plus jeunes. Et ça pose la question du type d'occupation qu'il y avait dans ces grottes et de la durée d'occupation, où on penserait qu'une couche avec plus d'enfants qui meurent, représenterait des occupations de plus longue durée sur Arcy-sur-Cure. Ce qu'on peut dire aussi de nos dents et de nos restes dentaires, c'est essayer de faire parler leur morphologie. Alors ici, ce que je vous montre, c'est la morphologie de la jonction émail-dentine, ici, qui est l'interface à partir de laquelle la dentine et l'émail se développent à partir du germe dentaire initial. Et c'est justement cette morphologie de la jonction émail-dentine que j'évoquais juste avant et qui est très diagnostique pour nous pour étudier les proximités morphologiques et même taxinomiques entre les groupes humains. Et ce qu'on voit de manière générale ici, illustré en seulement quelques exemples, hein, j'ai fait ça sur tous les rangs dentaires, mais ici on n'a que les prémolaires supérieurs et molaires inférieurs, c'est qu'on ne distingue pas de différence morphologique entre les néandertaliens du châtel péronnien de la grotte du Renne et les néandertaliens moustériens, que ce soit de la grotte du Renne ou de la grotte du Bison, qui sont souvent situés autour de cette variabilité de néandertaliens récente, qui est parfois petite, car ce sont toujours des échantillons préliminaires, et qui témoigne aussi d'une grosse variabilité, une variabilité morphologique très, très étendue. Généralement, on voit une plus grande variabilité morphologique chez les néandertaliens anciens. Donc ces néandertaliens anciens, ils contrastent les néandertaliens récents, dits classiques, que j'ai mentionnés précédemment, et qui sont des néandertaliens antérieurs à cet étranglement de diversité génétique qui se produit durant les Hémiens, donc entre 130 et 125 000 ans. Et ce rapprochement avec la variabilité de néandertaliens anciens, on le voit avec un autre proxy, celle de la métrique et de la taille des couronnes dentaires. Donc ces mesures, elles représentent les diamètres mésiodistaux, donc avant-arrière, et buccal-lingual des dents. Et eux, ils révèlent encore une fois de manière générale et avec une significativité statistique que les
les Néandertaliens de la grotte du Renne et de la grotte du Bison sont plus en phase avec la diversité, avec la morphologie des Néandertaliens anciens, alors que statistiquement, les Néandertaliens de la grotte de Lienne, ils sont plus proches de la variabilité des Néandertaliens classiques. Alors en fait, ce résultat, il est étonnant et inattendu dans la mesure où les Néandertaliens de la grotte de Lienne, ils ne sont pas datés, mais ils sont attribués à des couches d'unités chronoculturelles moustériennes classiques, donc qui sont considérées comme antérieures aux Néandertaliens des grottes du Renne et des grottes du Bison. Ils sont antérieurs, pourtant ils sont plus dérivés, alors que eux, ils sont censés être plus récents, mais ils présentent des caractéristiques plus ancestrales. Et ça rejoindrait peut-être les résultats que Arev vient de présenter au niveau génétique. Donc, et c'est ce que, par la suite, on aimerait bien exploiter et voir si, dans toutes ces cavités d'Arcy, on a un peu des témoignages de lignées néandertaliennes différentes et qui témoignent de... peut-être même de remplacement sur ce territoire de différentes lignées et groupes néandertaliens. Mais pour ça, on va essayer de s'engager dans des demandes de campagnes de prélèvement. Dans le meilleur des mondes, on arriverait à dater et prélever de l'ADN de au moins un reste de ces grosses unités de couleurs pour essayer d'un peu plus poser cette question et resituer ces Néandertaliens récents dans la diversité morphologique, génétique des Néandertaliens comme un tout. Voilà, merci beaucoup.